Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Tendance Ride. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu le podcast pour un épisode de Tendance Ride. Je suis Mathieu et dans Tendance Ride, je vous emmène à la rencontre des entrepreneurs de la glisse et de l'outdoor. Comment recréer une vraie vague de surf de qualité sur un plan d'eau déjà existant tout en apportant un plus sur l'environnement? C'est une bonne question et c'est celle à laquelle s'est attelé depuis plus de 10 ans Laurent Ikili, le fondateur de Okaina Wave. Laurent nous présente dans cet épisode son concept révolutionnaire inspiré des atolls polynésiens. Il nous explique dans le détail le fonctionnement de cette vague. Vous allez aussi comprendre comment il a réussi à réunir autour de lui plus de 75 personnes parmi les plus pointus sur les différents sujets autour de son rêve fou à la pointe de l'innovation. Un épisode exceptionnel, je vous garantis que vous allez vous régaler. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode dans Mordu de Tendance Ride, Laurent Ikili, Okaina Wave. Salut Laurent, bienvenue sur Mordu. Bonjour Mathieu. Je suis très content de te recevoir, merci pour ton temps. Effectivement, je suis content parce que Okaina, ça fait beaucoup parler de lui chez les amateurs de surf, chez les amateurs de wave pool. Est-ce que pour commencer cet épisode, tu peux te présenter et puis présenter Okaina Wave? Alors bonjour, je suis Laurent Ikili, je suis le fondateur d'Okaina Wave et notre cœur de métier, c'est de concevoir des vagues artificielles de surf. Ce ne sont pas des wave pools comme tu viens de le dire, mais nous on fait des récifs, des atolls flottants, mais je développerai un petit peu plus tard. Et notre contribution, notre vocation, c'est de démocratiser la pratique du surf, notamment loin des spots de surf habituels, mais tout en contribuant à amener un impact positif sur l'environnement tant que c'est possible. Alors on va revenir sur la technologie Okaina qui est révolutionnaire, qui se distingue des wave pools, qui s'inspire de la forme des atolls, mais tu vas nous expliquer qui est tout ça. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire quel a été ton parcours avant de fonder Okaina? Alors un parcours très atypique, au dire des gens qui me côtoient, et on va dire que le mot aventure est très prolongant, ce qui a régi mon chemin de vie jusqu'à présent. J'ai fait des études de médecine, j'ai arrêté dans la tranche fin de 3e, début de 4e année, et puis parallèlement je commençais à monter des expéditions, notamment dans le désert. Pendant très longtemps, j'étais un doudingue et un fou passionné de désert, notamment de Sahara et des habitants de ces contrées. Et je collaborais plus jeune à des émissions comme Ushuaïa ou des magazines comme Géo. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ça a été quoi le point de départ de la création d'Okaina, cette envie de créer une vague unique? C'est toujours très 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 difficile. C'est-à-dire que cette histoire elle a commencé à germer il y a plus de 30 ans de ça. Et au départ, c'était comment on pouvait travailler sur des nouveaux lieux de vie, mais autour des valeurs du surf et de la glisse. Et puis, plus j'avançais dans cet univers-là, et puis on comprend que l'origine des sports de glisse vient du surf. Tout est parti de là, notamment des surfeurs qui vivaient sur le North Shore à Hawaï. Et puis moi, j'ai commencé le surf sur le tard à 40 ans. Sur la côte landaise, et donc souvent des beach breaks qui ferment, qui saturent, donc compliqué. Et quand on a 40 piges, c'est pas ce qu'on fait de plus simple. Et pendant que je galérais, notamment pour essayer de rejoindre le line-up, ça m'empêchait pas de réfléchir en me disant on pourrait peut-être faire penser les choses autrement. Et si une vague de surf pouvait être pensée pour rendre la pratique plus facile, plus accessible, et pas s'adresser simplement qu'aux gens qui, comme moi, avaient la chance d'habiter au bord des spots de surf, mais également à ceux qui habitent un petit peu plus loin, et également faire qu'on pouvait partager également les valeurs qui sont chères à cet univers, à ce sport, au plus grand nombre, parce que je pense que le surf est une très très belle école de vie. Alors, pas tout, mais il y a certaines belles valeurs. Ah, c'est marrant, parce que toi, t'as commencé comme ça, parce qu'en fait, le principe de la vague artificielle, en général, les personnes qui s'y intéressent, les promoteurs, ce qu'ils mettent en avant très souvent, c'est deux choses. L'accessibilité, donc un peu ce que tu disais, c'est-à-dire pouvoir rendre accessible le surf aux gens qui habitent pas près de la mer. La facilité, c'est-à-dire avoir une vague qui s'adapte, sur laquelle on puisse facilement progresser. Et puis, mais ça c'est beaucoup plus récent, en tout cas je pense que tu n'avais pas cette idée-là en tête il y a 20 ans, ou alors tu étais super précurseur, le côté faire rentrer le surf dans le sport moderne.
le spectacle moderne. Le problème du surf aujourd'hui, c'est que quand tu fais une compétition de surf, tu sais pas si tu vas avoir des vagues. Si on prend les JO à Tiopo, voilà, on sait pas exactement quand est-ce que ce sera, et en termes de télé, ça marche pas facilement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Kelly Slater a poussé son truc. Qu'est-ce qui fait que toi, il y a 20 ans, tu t'es dit tiens, c'est une bonne idée? Bon, alors la compétition, en tout cas pour ce qui concerne Okina, n'a jamais été l'élément moteur, parce que la philosophie même des compétitions me gêne, mais je pourrais développer ça un petit peu plus tard. Non, c'était vraiment rendre la chose le plus facilement accessible, parce que c'est un sport qui est porteur de tellement de belles sensations. L'idée de départ, elle était celle-ci. Après, j'entends les discours employés par certains, et qui m'arrive d'employer également, mais en toute honnêteté, ce sont surtout des beaux arguments marketing, même s'ils sont réels. Mais c'est pas ce qui a motivé la chose. Donc pour certains, t'emploies le terme de promoteurs, ce sont des vrais promoteurs, et c'est pas la passion du surf qui les animait au départ. C'est très clairement bâtir des lieux de vie et faire de la promotion immobilière autour. Mais ce sont des gens qui achètent des technologies, aux étrangers d'ailleurs, mais ce sont pas des concepteurs de vagues artificielles de surf. Et pour ce qui nous concerne, à l'époque où je commençais à réfléchir sur le sujet, je savais qu'il y avait une idée qu'il fallait absolument bâtir, qui était de faire des bassins en béton. Au tout début, il n'y avait pas encore assez de conscience environnementale qu'on a aujourd'hui. Déjà, d'un point de vue très pragmatique, c'est que ça coûte excessivement cher. Et donc, la rentabilité était quand même très incertaine. Et aujourd'hui, je confirme que les piscines à surf seules ne sont pas rentables, sauf à des prix exorbitants, comme on l'a en Suisse. Mais sinon, il faut faire l'immobilier autour, donc pour amortir les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement. Mais à l'époque, on n'avait pas la réponse. Et moi, j'avais une obsession, c'est comment est-ce qu'on pourrait recréer une vraie vague de surf de qualité, mais sur des plans d'eau déjà existants, puisqu'il y a énormément de plans d'eau, ne serait-ce que toutes ces carrières qui ont servi à extraire les métaux pour construire les villes ou les routes, ça s'est créé, les villes se sont développées autour, donc ces plans d'eau qui ont été réalisés artificiellement, ils sont présents. Donc si on pouvait recycler ces plans d'eau et en même temps apporter un plus sur la qualité des eaux et sur la qualité de la faune piscicole qui les habite, ça serait tout gagnant, à la fois pour ceux qui opèrent, qui montent l'opération, mais également pour l'environnement et pour la biodiversité. Ce qui est marrant, c'est que du coup, ta techno, elle est innovante. Si on revient un peu sur les technologies qui existent, il y a Kelly Slater, un gros train qui pousse une grosse quantité d'eau, Wave Garden, des Espagnols qui font pas mal parler d'eux, avec pas mal de projets. D'autres sujets ou une espèce de pompe en Australie qui monte et qui descend, et la tienne. Alors la tienne, tu disais que et t'as oublié tous ceux qui ont les technos avec des caissons air comprimés comme American Wave Machine ou Endless Surf. Et donc ce qui est marrant, toi, c'est que je crois que t'es une des seules technos donc dans un bassin d'eau préexistant, hein, pas dans dans des plans d'eau existants, ouais, tout à fait. Pas dans une piscine. Et alors la particularité, c'est que tu t'inspires des atolls polynésiens. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Alors, en fait, il y a eu plusieurs sources d'inspiration inspirées de la nature dans le cas de ce concept. Le premier, d'abord, c'était comment concevoir une vague de surf qu'on peut mettre sur un plan d'eau qui ne vienne pas perturber le plan d'eau, qui ne viennent pas dégrader les berges, qui ne viennent pas générer des ondes, qui viennent perturber même les autres utilisateurs du plan d'eau. Donc il fallait penser différemment. Et donc c'est vrai que je me suis inspiré des atolls polynésiens. Et un atoll polynésien, c'est quoi? C'est un ancien volcan sous-marin dont l'ancien cratère s'est transformé en lagon. Vous avez toujours une passe de sortie pour évacuer le trop-plein d'eau du lagon. Donc ça, c'est ce qu'on a mis dans notre premier brevet central. Et après, sur les pentes de cet ancien volcan, ou en tout cas de notre atoll, on vient projeter une onde qu'on fait déferler, donc une vague qui vient dérouler plus ou moins rapidement, de manière plus ou moins douce ou creuse ou rapide, selon le type de vague que l'on veut avoir ou selon le type de surfeur auquel on s'adresse. La deuxième source d'inspiration, là très clairement bien inspirée, c'était la manière de concevoir cet atoll. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré, notamment des nénuphars géants d'Amazonie, qui sont des nénuphars qui peuvent faire plus de 2 mètres d'envergure. Voilà, ça nous a aidé dans cette conception.
Et puis pour ce qui va nous permettre de générer l'onde, alors là par contre on n'a rien de trouvé de bio-inspiré. Parfois j'ai un de mes associés qui me disait le jour, mais pour expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi le phénomène physique le plus proche? Pour être franc, on n'a rien trouvé qui s'apparente à ça, donc c'était purement intuitif, mais ça nous permet en effet aujourd'hui de générer des ondes avec très peu d'énergie. Et pour faire simple, j'évite de le dire, mais je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, en regardant un documentaire sur les galaxies, notamment sur notre galaxie, en fait je me suis rendu compte que Kenas ça fonctionnait un petit peu comme notre galaxie, la Voie lactée. Mais j'ose pas le dire parce que sinon les gens ils vont dire qu'il a fumé la moquette et que il nous fait l'ésotérisme, mais pas du tout en fait. C'est certainement le phénomène naturel que j'ai trouvé le plus proche du mode de fonctionnement de notre vague. Je n'en avais pas parlé même en préparant cette interview. On a passé la matinée ensemble, donc déjà je peux vous dire que Laurent n'a pas fumé avant avant cette interview. Et en plus j'ai vu ton entrepôt et ton concept, on va y revenir. Le laboratoire, ouais. Le laboratoire, c'est super intéressant parce que donc on est allé voir ton labo, j'ai vu la vague fonctionner. Ce qui se passe, c'est qu'elle semble résoudre différents problèmes. La génération de la vague. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les wave pools, ça consomme beaucoup d'énergie pour générer la vague. Et la tienne, c'est assez marrant dans ton labo, tu l'as fait avancer avec une trottinette électrique. Tout à fait. Et on voit le truc fonctionner, tu te dis, voilà, en fait, ça consomme zéro énergie et il y a une vraie vague, quoi. Enfin, et que la pièce qui génère la vague est faite avec du plexiglas avec des feuilles de 2 mm d'épaisseur. Ouais. Exactement. Donc ça, énergie pour lancer la vague, tu résous un problème. Alors les autres le font, c'est juste qu'ils le font avec beaucoup plus d'énergie. Et en ce moment, dans des soucis de transition environnementale, mais aussi de simplement de business plan, parce que l'énergie va coûter probablement de plus en plus cher, tu résous un problème. Il y a un deuxième sujet qui me semble que tu résous, c'est le problème des failles et du béton qui a du mal à tenir ces volumes d'eau. Et c'est vrai qu'il semble qu'avec ton fonctionnement, il y a pas ce problème-là. Et puis, je pense qu'il y a un troisième sujet qui est hyper intéressant avec cette vague, c'est que la stabilisation du plan d'eau. Moi, je lisais chez Kelly Slater, au début, ils faisaient une vague toutes les presque 30 minutes parce qu'il y avait une vague. Et ensuite, ils attendaient que le plan d'eau se stabilise. Oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà l'idée de s'extraire des bassins en dur, en béton, alors même si certains vont dire on va essayer d'enlever un peu de béton, mettre un peu de géomembrane, mais on est obligé d'avoir du béton ne serait-ce que pour tenir les murs. Mais l'idée, quand on surfe, on cherche pas à bloquer une vague, c'est juste pas possible, on va chercher plutôt à composer avec l'énergie de cette vague. Et en fait c'est ce qui m'a habité quand j'ai cherché à concevoir cette technologie. Un peu dans l'esprit du yin et du yang, mais c'est exactement. Donc ne jamais contraindre l'onde, ne jamais la bloquer, parce que dès qu'on veut la bloquer, il y a déjà des phénomènes de diffraction des ondes, de perturbation de perturbation du plan d'eau. Après le béton, oui. Au tout début, quand j'avais rencontré les ingénieurs chez Disney à Orlando, parce qu'il y a une piscine à l'époque, enfin qui est toujours là, un Typhoon Lagoon, c'était une des toutes premières vagues qu'on arrivait à surfer, et les ingénieurs Disney m'avaient tout de suite dit qu'ils avaient tout de suite eu d'immenses problèmes avec la dalle de béton qui fissurait. Et quand je discutais avec les ingénieurs béton, ces ingénieurs béton me disent de façon sur de telles étendues, un sol n'est jamais homogène. Et le béton, lorsqu'on déplace de tels volumes d'eau, de tels poids d'eau à des vitesses aussi rapides, finit par se fissurer. Et même si on met une géomembrane, les bactéries qui sont dans le sol émettent du méthane. Et donc ce méthane passe au travers des fissures du béton et finissent par être stoppés par la géomembrane. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, vous avez des cloques qui se font autour des bassins. Et en plus, si vous avez des vagues qui se déplacent, le poids de l'eau font que ça vous déplace ces bulles de béton, que ça vous décolle les lanières. Donc je comprends que, en effet, aujourd'hui, les piscines à surf ont un vrai sujet avec ces liners. Mais parce que, on est dans une philosophie, on va chercher à contenir l'eau, à contraindre l'eau, que l'eau va toujours chercher son point le plus bas, Lao Tse l'explique bien. Et dans le cas d'Okina, l'idée c'était pas de contraindre, c'était pas de freiner, c'était d'accompagner ce mouvement et donc de ne jamais bloquer l'eau. Donc on ne bloque pas l'eau, on est dans l'eau, on suit le flux de l'eau et notre atoll n'a pas besoin d'être étanche.
Il vient se positionner juste sur la surface de l'eau, entre deux eaux, mais il va nous servir de plancher, de bathymétrie pour venir faire déferler nos ondes de surf. Donc c'est vraiment une approche philosophique complètement différente. Et puis pour le sujet énergétique, oui, jusqu'à présent, toutes les technologies, je dis bien toutes les technologies, qu'elles soient américaines, australiennes, espagnoles, utilisent le même phénomène physique qui consiste à pousser de l'eau. Alors la vague de Kelly Slater, en effet, c'est ce qu'on appelle une vague d'étrave, comme un bateau qui pousse et soulève de l'eau. La technologie d'autres acteurs, ce qu'on appelle les batteurs serpents, ça a été inventé par un Français, Biesel, en 1957, donc c'est dans le domaine public depuis 77. On trouve les mêmes à l'école centrale de Nantes, on trouve les mêmes dans les studios Disney à Orlando. Donc ce sont des vieilles technos. Les Australiens, là, c'est ce qu'on appelle une vague d'oscillation, pareil, dans les mêmes années. Et les caissons air comprimé, c'est le même principe. Aujourd'hui, l'ensemble de ces acteurs ont utilisé les outils modernes d'aujourd'hui, qui sont les logiciels sont de plus en plus performants, pour affiner, concevoir et modéliser des modèles de plus grande taille. Le problème, lorsqu'on pousse de l'eau, il y a le loi universelle en mécanique des fluides, quel que soit le système. Alors le système va avoir plus ou moins de traînée ou de force de frottement. Mais sinon, quel que soit le système, pour doubler l'auteur d'une vague, le coefficient multiplicateur en termes de puissance n'est pas x2, c'est x 11,31. Donc ça devient très très vite exponentiel. Donc toutes ces technologies qui ont été inventées dans les années 50 pour tester des coques de bateaux, ce qu'on appelle les fameux bassins de carène, pour générer des vagues de 40, 50, 60 cm, il faut pas beaucoup d'énergie et c'était amplement suffisant pour tester les conditions de vagues dans des bassins. Mais donc on veut faire une vague de surf qui va soulever beaucoup plus de masse d'eau. Parce qu'il n'y a pas que la hauteur, il y a la hauteur, mais également la masse, ce qu'on appelle la période, et la célérité, la vitesse de sa vague pour la projeter sur un fond et faire qu'elle va plus ou moins creuser et être plus ou moins rapide. Ça consomme énormément d'énergie. Donc l'idée également, j'avais une obsession, c'était de sortir de ce phénomène physique et partir sur un autre phénomène physique. Alors j'ai pas trop rentré dans les détails, mais pour faire simple, on va dire qu'on utilise un phénomène de lift, et ce phénomène de lift, c'est le même phénomène physique qu'on trouve aujourd'hui sur ces bateaux on voit ça dans le coup de l'Américain ou autre, c'est-à-dire qu'ils ne touchent plus l'eau, la coque ne touche plus l'eau, ils utilisent un foil, mais ce foil, en fait, utilise un phénomène de lift pour permettre au bateau de décoller et de consommer très très peu d'énergie, d'où la performance de ces bateaux. J'avais regardé le site, je m'étais un peu renseigné, tu vois, mais en fait, moi, ce que j'avais pas compris avec Okaina, c'est qu'en fait, la vague, elle est circulaire, c'est-à-dire qu'elle est presque infinie. Quand on le voit en vrai, en fait, ça paraît une évidence. Tu m'as fait la démo et j'ai dit, mais en fait, c'est une gauche. Enfin, j'avais pas du tout compris qu'en fait, la berge, en fait, c'était pas la zone de déferlement, mais presque le départ de la vague, presque le pic dans certains cas. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'en fait, sur le papier, en tout cas en labo, ça fait presque une vague infinie, en fait, ce que tu proposes. Oui, d'ailleurs, on prévoit de pouvoir la surfer à l'infini dans certaines configurations et certaines de nos installations. Alors ça s'adressera plutôt à des surfeurs confirmés, mais oui, ce sont de grandes installations qu'on prévoit à Vertorcy. Le tour complet sera de 48 secondes, alors qu'on peut diviser en plusieurs sections, parce que c'est quand même beaucoup, 48 secondes. Mais il est vrai aussi que notre système va nous permettre de pouvoir raccorder deux sections, et donc de pouvoir, en théorie, surfer indéfiniment. Alors, tu as différents projets dans les tuyaux. On va parler, je pense, du projet au Futuroscope. Il y a un projet en Île-de-France. Quand je dis projet, c'est des projets très avancés parce que ça pourrait ouvrir très prochainement. Est-ce que tu peux nous parler néanmoins avant de la structure de l'équipe? T'es tout seul? Il y a du monde avec toi? Non, j'ai la chance d'avoir du monde. Aujourd'hui, j'ai pas fait les derniers comptes, mais je pense que je passe d'à peu près 75 personnes qui travaillent autour de ce projet. Beaucoup avec des partenaires extérieurs, qui sont des partenaires qui sont très très impliqués. Alors, je peux en citer notamment le cluster Méca à Nantes. Ce sont des gens qui travaillent pour les chantiers navals de l'Atlantique, qui conçoivent des plateformes offshore, des plateformes éoliennes, la fameuse aile solaire sur la scène musicale à Boulogne, c'est eux qui l'ont conçu. Donc des gens en lesquels on a trouvé 3-4 expertises qui nous convenaient, à la fois en termes de mécanique des fluides, en termes d'énergie, calcul des structures et calcul des structures immergées. C'est vraiment un partenaire extrêmement important pour nous. Sont même devenus des amis et on a une relation qui est très très étroite, mais également sur plein d'autres sujets. Et puis j'ai la chance d'avoir
sur ce projet des gens très très seniors, très expérimentés, à la fois en tant que architecture navale et ingénierie, en tant que spécialiste des sujets urbanisme environnementaux, parce qu'on vient s'insérer sur des sites, et donc comment dès le départ on analyse le site pour être sûr que le site est le mieux adapté et pour qu'on ait le minimum d'impact, voire un impact positif sur l'environnement. Et puis également sur les sujets d'exploitation. Donc par exemple sur l'exploitation, nous a rejoint Julien, qui est l'ancien directeur du site olympique de Vertorcy, ex-UCPA, et qui connaît particulièrement bien les sujets d'exploitation. J'ai l'ancien DGS, Stéphane, qui est l'ancien DGS d'une ville. Donc, qui sait ce que c'est que les sujets urbanistiques au sein d'un territoire, et ainsi de suite. Pareil sur les sujets environnementaux, avec des écologues, CDC Biodiversité, par exemple. Oui, on a la chance d'avoir beaucoup de gens très expérimentés et dont certains sont vraiment des références dans leur domaine. Tu as déjà des employés dans la structure ? Oui, aujourd'hui on a une structure qui est courte, mais oui, on a des collaborateurs employés, salariés au sein de la structure. C'est une structure courte puisqu'on est à date une 8aine. Maintenant, ça s'accélérait très 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 fortement. Je pense qu'on va très vite passer, en tout cas en interne, à 20-25 personnes à peu près. Là, il y en a un qui est en train de nous rejoindre d'ailleurs, un directeur de projet. Les vagues artificielles en France, on en entend beaucoup parler. Il y avait des projets notamment en région parisienne. Moi, tu vois, ça fait presque 10-12 ans que j'entends parler d'une vague, enfin une vraie vague artificielle, pas de l'eau qui est poussée dans des piscines grand public, mais des vraies vagues artificielles. On parle de vagues dynamiques, en fait. Voilà, exactement, de vagues dynamiques, pas de vagues statiques, exactement. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Il y en a aucune qui est sortie jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Alors, en fait, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Non, en fait, elle rencontre... La question en creux, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que finalement ces promesses n'ont pas été tenues jusqu'à maintenant ? Et qu'est-ce qui fait que tu penses que toi, tu vas la tenir ? Les raisons environnementales. C'est-à-dire que au départ, quand j'ai créé Okina, il y a 8 ans de ça, j'avais pris le parti pris que dès le départ, dans l'ADN du projet, il fallait intégrer d'emblée cette dimension environnementale et non pas, et donc avec une approche systémique, et non pas avoir une vision verticale en silo du sujet qui consiste à dire comment je vais créer la plus belle vague de surf, la plus performante, la plus grosse, des valeurs très masculines d'ailleurs au passage. Et après, on va voir comment on rend la chose écologiquement acceptable. D'ailleurs, je crois que même que ceux qui ont travaillé sur ce sujet-là au départ ne se posaient même pas la question. Ils commencent aujourd'hui à se la poser parce que ils rencontrent des obstacles auprès des associations environnementales et je pense à juste titre. Et pour moi, c'est une hérésie, dès le départ, d'artificialiser les sols. C'est une hérésie de coulis de béton, parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est extrêmement lourd en termes d'émissions carbone. Alors, vous pouvez mettre des géomembranes, mais les géomembranes, de toute façon, sont faites à base de pétrole, donc ça revient à peu près au même, ça change pas grand-chose. C'était une hérésie de consommer d'immenses quantités d'eau. Or, quand vous avez un bassin fermé, il faut en plus filtrer et traiter cette eau. Alors, certains vont dire, ouais, mais on va mettre de l'eau de pluie. Ouais, mais sauf que dans le puits, il n'y a pas de minéraux. Et qui dit pas de minéraux, dit que c'est encore plus compliqué à stabiliser au niveau du pH. Donc, ça demande encore plus de produits, de chlore. Ça demande d'immenses quantités de chlore. Parce qu'en plus, quand vous faites une vague, ça s'évapore encore plus facilement. Donc, tout ça était un non-sens. Et vraiment, l'idée, c'était mais tout le monde, en fait, est parti de cette idée de bassin de carène. C'est-à-dire que si on faisait une vague, c'était forcément dans une piscine. Et ça ne pouvait pas être envisagé autrement. Et donc, c'était de changer de paradigme avec Okina et de dire il faut s'extraire de cette idée piscine. Il y a forcément, on doit pouvoir trouver une solution de faire autrement que d'être dans une piscine. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver cette solution. Ça n'a pas été un cheminement qui s'est fait en quelques jours ou quelques semaines. Ça s'est fait au travers des années. Et au départ, quand je commence à porter cette idée d'atoll flottant, oui, on m'a pris très clairement pour un fou. Des gens très industriels, très bien pensants, qui avaient réussi dans leurs affaires, ils me disaient que j'étais complètement malade. Comment t'as eu cette idée ? Alors, comment t'as eu cette idée de t'inspirer parce que c'est bien de dire je vais changer de paradigme. On dit souvent penser hors de la boîte et tout ça, mais concrètement, comment on fait pour arriver à ça ? En toute honnêteté, je peux difficilement expliquer l'association, le cheminement des idées.
il se trouve que le hasard, la génétique fait que j'ai un cerveau qui produit pas mal d'idées. Il faut pas me demander que pourquoi, j'en sais rien. C'est comme ça. Et donc, je vais voir ce que ne vont pas voir d'autres. Je vais deviner ce que ne vont pas deviner d'autres, percevoir ce que ne vont pas voir d'autres. C'est tout ce que je peux. C'est la seule réponse la plus rationnelle que je puisse que je puisse amener. Après, c'est un jour tu vois un truc quelque part, un autre jour tu vois un autre truc quelque chose, et puis un jour tu as un mot, une phrase, quelque chose qui te donne un déclenchement, et tout d'un coup toutes les pièces de puzzle viennent s'assembler instantanément, et tu dis ça c'est la voie. Mais en même temps avec énormément d'incertitudes, mais parfois intérieurement beaucoup de certitudes, et parfois en l'exprimant on va dire on va essayer de faire un peu attention en disant je pense qu'il semblerait que il se pourrait que voilà, mais même si en fait tu dis je suis certain que ça va fonctionner comme ça. Et par exemple pour ce qu'on a fait quand on a lancé l'étude avec les ingénieurs du cluster Méca à Nantes, on a démarré l'émission et 3 ou 4 mois après, alors qu'on voyait que ça fonctionnait déjà sur les premières simulations numériques, Daniel, qui est un calculateur de génie, c'est un des 5 ou 6 meilleurs dans le monde, me dit, tu sais, au départ, on s'est mis à flipper quand on a lancé la mission, et j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, nous, on va chercher les littératures scientifiques. Et en fait, on n'a rien trouvé. Rien. Personne n'avait jamais songé générer une vague avec ce type de phénomène physique, donc il y a quand même de fortes chances que ça fonctionne pas. Et en fait, coup de chance, personne n'y avait songé, donc ça nous a permis de déposer des brevets de première génération. Ah mais c'est incroyable, et je te dis moi quand j'ai vu cette vague labo, j'avais beau mettre ancien avant, j'avais pas compris comment ça fonctionnait. Il y en a un quand ils viennent, il dit on voit la vague mais on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Souvent on nous dit ça ouais. Mais les gens mais on la voit cette vague. Et alors du coup il y a la grosse question qui se pose quand on parle d'Ocarina avec les spécialistes, on a déjà évoqué chez Mordu cette vague, c'est OK, sur le papier en labo ça a l'air de marcher. La vraie question, c'est est-ce que ça va marcher en vrai? On va arriver sur le futuroscope, mais comment, au début de l'histoire, quand t'as pas le labo, quand t'as pas les 70 experts, tu m'as montré la liste des noms, c'est hyper impressionnant, il y a du lourd derrière toi. Et là, je suis là et je te challenge sur le fait que ça va marcher ou pas. Mais j'imagine, il y a 10 ans, tu me dis les mecs me promenaient pour des fous. Comment t'as fait au départ pour commencer à convaincre quelques personnes de te suivre? Au départ, en fait, j'ai dit, je vais, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai dit, je vais pas attendre qu'on croie, je vais d'abord faire. Et donc, il y a quelques personnes qui ont été, qui m'ont dit, écoute, l'idée, elle est tellement dingue que si ça marche, c'est juste incroyable. On sait pas si ça va marcher, mais on est prêt à perdre un peu d'argent sur ça. Donc, première chose. Après, avant, plus jeune, je montais des expéditions en Afrique, donc j'ai l'habitude d'aller chercher un peu de sponsors, du financement, donc des gens m'ont un petit peu aidé avec ça. Et puis j'ai commencé à construire un premier laboratoire, un truc assez grand, 24 mètres de diamètre, en dur, en Aquitaine, au sud de Bordeaux, enfin, c'est déjà un truc, quand j'y repense aujourd'hui, j'ai dit, c'est un truc de malade, je suis parti seul dedans, ou 2, 3 personnes de temps en temps pour construire ce qu'on a construit là. Quand on y retourne aujourd'hui, putain, mais le cheminement qui a été fait rien que sur ce premier laboratoire. Et ce premier laboratoire, je m'en rendais pas compte parce qu'on était dans le quotidien, mais je pense que c'était suffisamment impressionnant pour inciter des gens comme le cluster Méca ou comme un autre Yves qui est juste l'ancien patron, directeur technique des bassins de Paris-Val de Reuil, donc qui a mené les tests pour le compte de Naval Group et déjà pendant 5 ou 6 ans, de dire il y a déjà ce truc-là, c'est incroyable, et en fait ça a entraîné d'autres personnes. Voilà. Et puis l'autre point, c'est que les valeurs que j'ai voulu développer sur ce projet-là. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la raison d'être, mais en fait, moi dès le départ, j'avais travaillé sur ce sujet-là. Et je me rappelle au tout début, ma femme se foutait de moi. J'ai passé un été entier à travailler Lao Tse, Confucius et j'en passe, Spinoza et autres. Et en fait, j'avais besoin de mettre du sens dans ce que l'on faisait. Et finalement, les valeurs développées au travers du projet m'ont permis d'attirer de très très belles personnes, des gens en plus d'un niveau incroyable, mais qui dit nous on en a marre de bosser dans des grands groupes, on en a marre de
Là, le dernier ce matin, me disait, allez, on vient me faire une proposition en or chez Air Liquide, mais j'ai pas envie de retourner chez Air Liquide parce que j'ai pas envie de rentrer dans ces grands groupes corporate et qui veulent rejoindre cette aventure. Okeina génère une énergie incroyable, nous attire des gens fabuleux des quatre coins du monde. Et donc c'est comme ça en fait à la fois parce qu'il y a de l'existant, de mois en mois on progresse, on a de plus en plus d'éléments, de preuves, la preuve de concept. Et puis les gens qui ont rejoint cette aventure nous en attirent d'autres. Et puis quand d'autres arrivent de l'extérieur, qu'ils échangent avec ceux qui sont en place, et qui voient, il y a les yeux qui pétillent, ils disent c'est incroyable. Un de mes collaborateurs, Pierre Maël, hier, disait à ce candidat qui postule chez nous, il dit, mais il n'y a pas une journée qui se ressemble chez nous. Un jour, on va être sur un sujet politique, le lendemain, on va être sur un sujet environnemental, le jour, on va être sur un sujet de mécanique des fluides, le jour, on va être sur un sujet des associations, peu importe. Et ça fait vivre... les gens sont passionnés par ce projet et je suis moi-même très 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 étonné et en tant que fondateur de sa boîte, ça me renvoie énormément d'énergie. Et donc petit à petit, c'est comme une boule de neige et plus elle progresse et plus elle entraîne d'autres personnes. Où j'apprends la métaphore de notre vague qui est une spirale. Cette spirale, à force de tourner, entraîne de plus en plus de monde, tout simplement. T'as commencé l'aventure Okeina, la structure a été créée il y a 7-8 ans, tu me disais, je crois. Oui, là, en février, on arrive à notre 8e année, ouais. Qu'est-ce qui a été ta plus grande surprise sur le chemin? T'es parti d'une intuition, là, t'es arrivé à un concept qui est prêt. Entre le départ et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? C'était quoi ton apprentissage le plus important sur cette techno? Quelque chose que t'avais pas anticipé? Déjà que ma femme me suive dans ce que je fais, alors qu'elle est quand même très terre à terre, et elle est toujours présente. Voilà, première grande surprise, et je remercie énormément. L'autre surprise, c'est les valeurs que je parlais à l'instant. Je n'imaginais pas que ça pouvait, à ce point-là, parler au cœur des gens. Cette vague qu'on a créée, parce qu'au départ, j'ai commencé à montrer le truc, mais je ne savais pas vraiment comment on allait générer la vague. C'était complètement empirique. J'ai testé plein de choses, plein de formules, mais rien que ça, c'est une aventure de dingue. Enfin, on a plein de photos et d'archives et d'images, on peut raconter plein de choses. Je vois là le CEO, un des CEO de chez Decathlon qui vient de nous rejoindre, Christian, qui est une personne franchement top et qui croit tellement dans ce projet. Et puis également de voir des grands groupes qui commencent aujourd'hui à dire peut-être que en fait qui commencent à modifier leur manière d'être, leur façon d'être, et qui nous accompagnent sur ce projet, ne serait-ce que la Caisse des dépôts. Un jour, c'était compliqué avec la Caisse des dépôts, parce qu'au bout d'un an de discussion, notre interlocuteur dit on va pas pouvoir faire, parce que tu comprends, nous, on est une institution, et vous êtes une start-up. Alors, en plus, une start-up trop innovante. Ça, c'est le gros mot nous concernant. Et je me rappelle, mon interlocuteur, un peu agacé, j'écoute. J'entends ce que tu me dis, mais il me semble que notre président et notre premier ministre ont dit qu'il fallait maintenant savoir innover, sortir de nos modes de fonctionnement classiques, parce que les enjeux qui nous attendent demain vont être extrêmement compliqués. Je pense qu'il y a peu de chances que l'innovation vienne de l'intérieur de la caisse, et mon interlocuteur me dit, alors ça je te confirme, il y a peu de chances. Voilà. Et j'ai dit, je pense que nous, on peut vous apporter ce sens de l'innovation. Par contre, nous n'avons pas votre puissance armée, on n'a pas votre puissance financière. Alors qu'on a peu de temps avant les catastrophes qui nous sont prédits, au lieu de s'organiser en chien de faïence, unissons nos forces, travaillons ensemble, arrêtons de nous noter que nous sommes différents, mais que nous avons un intérêt mutuel à collaborer ensemble. Moi, mon rôle, c'est de vous bousculer. Et puis, c'est de vous convaincre de nous accompagner. Et vous, votre rôle est peut-être de nous soutenir ça pour démontrer qu'on peut faire des choses bien pour l'environnement. Et pour revenir à ce sujet-là, je leur ai expliqué une vision, notamment une source d'inspiration qui est Spinoza, qui nous a beaucoup inspiré dans un de ses préceptes. Dans un de ses préceptes, Spinoza nous dit que lorsqu'on souhaite utiliser le levier de la contrainte chez l'homme, les résultats sont plutôt mitigés. Alors en boutade, on va dire que les écotaxes ont donné les bonnets rouges.
On voit que ça fonctionne pas bien. Mais à l'inverse, si on veut utiliser le levier du désir chez l'homme, on est capable de lui faire des choses incroyables. Donc, le surf est porteur d'un imaginaire qui est tellement fort de santé, de bien-être, de zénitude, de soleil, de beaux mecs, de belles nanas. En fait, on se rend compte que énormément de gens rêveraient de pouvoir pratiquer cette activité, ou de la repratiquer, ou de la découvrir. Donc nous, on va rendre ça accessible dans les zones urbaines ou périurbaines, loin des spots classiques, et on veut utiliser cette dynamique, mais pour essayer de contribuer à apporter un plus à l'environnement. Avec le fait que tu le mentionnais, mais je le rappelle parce que je pense que c'est assez important, c'est que la structure qui permet d'avoir cette vague, il n'y a pas d'artificialisation des sols, il n'y a pas de béton, et est complètement démontable. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait la monter et la démonter, et c'est un vrai enjeu aussi de pas laisser sa marque indéfiniment. Oui, ça c'était en effet le fait que toi soit démontable était un élément qui était essentiel déjà parce que premièrement philosophiquement on peut pas continuer à artificier les sols comme on l'a fait pendant depuis des décennies et d'ailleurs maintenant c'est plus du tout tendance. Et puis il fallait également dire que ça explique aussi pourquoi un certain nombre d'associations environnementales nous accompagnent dans ce projet-là, ils nous font confiance ou en tout cas ne cherchent pas à nous bloquer. Dans le sens où, si la promesse ne devait pas être à l'auteur de ce qui est des faits, ça fait toujours partie du champ des possibles, hein, et ben, on sait qu'on peut revenir en arrière. Et même les services de l'État ont bien noté ça. Donc, si réellement l'impact devait être négatif, c'est très facile à démonter. Et quand je dis facile à démonter, c'est quelques semaines. On monte pas des murs en béton, c'est pas les socles en béton qu'on a sous éoliennes, des choses comme ça. Non, ça se démonte en quelques semaines, ça se met sur des camions et ça part ailleurs. Et quand tu parles de la promesse qui ne se réaliserait pas, elle est notamment sur le business économique de ces vagues qui reste encore à démontrer. Enfin, il est démontrable, mais ça c'est pas encore réalisé. Et non, souvent... là, quand je disais ça, je pensais beaucoup plus d'un point de vue environnemental. Non, concernant le modèle économique de nos sites. Nous, on a pas ou très peu de doutes sur ça, et les analyses qui ont été commanditées par nos partenaires investisseurs, je sais pas, fonds d'investissement, le département Lévienne et autres, donc on a été audités, ils ont fait venir des spécialistes et non, ils ont même trouvé que nos prévisionnels étaient un petit peu pessimistes et ils se sont dit qu'on pourrait certainement peut-être faire encore mieux. Non, on n'a pas vraiment d'inquiétude de ce côté-là parce qu'on a des coûts d'investissement qui sont bien moindres que l'ensemble des piscines à surf, des coûts d'opérations qui le sont moins également, la consommation énergétique est très faible, on consomme pas d'eau, on a besoin de filtres très lourds, enfin, non, là on n'a vraiment pas d'inquiétude sur ce sujet-là. Tout le monde est unanime pour dire que une vague seule est déjà rentable en soi et on n'a pas besoin de construire un immense programme immobilier tout autour pour essayer d'amortir l'investissement de ces installations. Alors on y va sur l'investissement, on va y avoir la première vague au Caïna qui va ouvrir au public près de Poitiers, près du Futuroscope, très prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est la première installation, le premier site que l'on a créé, et on pense que ce sera certainement le plus dur parce que c'est les gens qui travaillent dans le monde des startups le savent très bien. Ce qu'on appelle le premier de série, c'est ce qu'il y a de plus difficile à sortir. Hein. On sait que 90% des startups n'arrivent pas à franchir ce stade-là. Et d'ailleurs là, on nous a poussé une étude il y a très peu de temps, notamment sur le nombre d'entreprises qui arrivent à lever en VC. Et en fait, le résultat, c'est que c'est seulement 0,86% des entreprises qui arrivent à lever à ce stade-là. Donc nous, on a la chance, on a reçu on a l'engagement maintenant d'un fonds infrastructure qui nous accompagne sur ce projet et qui nous permet de sortir ce premier projet de terre. Mais ça aurait été extrêmement difficile de boucler de faire ce premier tour. Alors après, tout le monde me dit que le jour on sort la première, là, tout le monde veut nous financer derrière. C'est quoi la taille c'est quoi le budget d'une vague Le budget au Futuroscope, c'est un budget de 8 millions d'euros entre la rénovation du restaurant que l'on met en place, la construction d'un surf house et de l'installation que l'on monte sur le plan d'eau. Donc ce sont des budgets qui sont pour site d'installation relativement modestes. Par exemple, on a une capacité qui est légèrement supérieure
en termes d'accueil que celle qu'on va avoir à Sion, qui existe déjà à Sion. Donc Sion, c'est en Suisse où il y a la vague Alaya Bay. Oui, fabriquée par Wave Garden. Et j'ai pu comprendre qu'on ait été sur un montant d'investissement à peu près 4 fois inférieur. Combien ça va coûter de surfer là-bas? Alors j'évite de parler de prix, mais aujourd'hui on se situe dans une fourchette selon les prix, les abonnements, les formules soutenues par le département, qui va se situer entre 35 à 55 euros selon les formules appliquées, les hauteurs de vagues, les cycles, ainsi de suite. Donc ça, 35 à 55 euros, c'est la session d'une heure. De l'heure. C'est le forfait de base. Ok, ce qui est quand même moins cher, voire sensiblement moins cher que ce que j'ai pu voir à Sion ou en Angleterre où il y a une vague. Oui, de toutes les technologies, c'est nous qui offrons le ticket le moins cher. Sion en Suisse, oui, c'est l'extrême. Non, la plus importante c'est celle de Kelly Setter, mais bon, c'est un peu exceptionnel. Ah oui, Kelly Setter, je crois que c'est presque $1000 la journée ou. Ouais, c'est à peu près $350 la vague. Mais bon, les gens se trompent souvent. En fait, la vague de Setter, c'est surtout pour la World Surfing et ça a été pensé pour la compétition principalement et le revenu issu des droits télé. Donc c'est encore différent. Mais pour les vagues grand public, oui, on est en dessous de tous les autres prix moyens. Mais c'est pas toujours facile de comparer les différentes formules, mais on est en dessous de tous les autres prix moyens de l'ensemble des acteurs. Et la vague de Sion est la plus importante et de loin. Mais en même temps, il n'y a que la vague, il n'y a pas de développement immobilier autour, donc il faut bien amortir l'ensemble et notamment les coûts énergétiques et les coûts de consommation d'eau et d'entretien, de maintenance et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand est-ce que ça ouvre? Si tout se passe bien pour cette année. Alors parfois on dit ouais, on nous a annoncé ça avant. Oui, c'est vrai parce que on va à tout prix nous faire donner une date. Mais bon, déjà on a eu le Covid, donc ça a quand même pas mal freiné les choses. On va relativiser les choses parce que souvent on dit ouais mais les autres ils ont déjà ouvert. Oui, ils ont commencé bien avant nous. Et je rappelle qu'au Wave Garden ils ont mis quand même 10 ans pour sortir la première vague. C'est-à-dire qu'en 2015, alors qu'ils avaient créé l'entreprise en 2005, Slater c'était 10 ans également avec des tonnes de millions énormément d'argent pour pouvoir financer ça. Nous, ça a été beaucoup moins de moyens et dans un laps de temps qui va être plus court et en même temps, on ouvre 3 sites en simultané en France. Ça va être quoi les 2 autres sites? Alors le premier, c'est avec le département de la Vienne sur la technopole du Futuroscope. On n'est pas dans le parc du Futuroscope, on est à 500 mètres du parc. Le deuxième, avec la ville de Libourne, sur le site des Daguets et pour une installation de taille moyenne et le troisième avec la région de France sur le site olympique de Vertorcy. Donc à chaque fois et je pense qu'on devrait d'ici cet été annoncer un ou 2 autres sites bientôt. Où ça? Je tente ma chance. Oui, bien sûr, mais non, 2 très beaux sites. Et donc à chaque fois, c'est des bassins, des lacs existants. Comment, où est-ce que tu peux mettre ta technologie? Alors pas bassin, on évite le terme de bassin parce que souvent on pense tout de suite bassin en béton. Non, nous on se met sur des plans d'eau déjà existants. Ça peut être des anciennes carrières, des plans d'eau marins, une marina, des bassins à flot. Il y a énormément de carrières d'anciennes sablières aujourd'hui. Vertorcy, c'est une ancienne sablière. Le Futuroscope, c'est un plan d'eau d'ornement qui a été créé. Les Daguets, c'est une ancienne carrière également. Donc c'est plutôt là qu'on vient se mettre. Et on est sollicité également sur des plans d'eau marins, sur lesquels on travaille en ce moment, en France, mais également à l'étranger. C'est quoi le plus compliqué pour ouvrir un site? Qu'est-ce qui est critique dans l'identification d'un projet et la signature de ce projet? Est-ce que c'est les autorisations administratives? Est-ce que c'est les contraintes environnementales? Est-ce que c'est les contraintes techniques? En fait, c'est un ensemble de tout ça. Nous-mêmes, on est déjà très exigeants sur les emplacements qu'on va choisir. Donc, on va éviter de choisir des endroits qui soient trop beaux ou trop sensibles d'un point de vue environnemental. Après, la question, c'est est-ce que ce qu'on va amener va apporter un plus à cet environnement. Il y a des sites qui sont où la qualité de l'eau est top, donc on va pas apporter grand-chose sur l'eau. D'autres où la qualité de l'eau est un peu moins de moins bonne qualité, donc on va essayer de voir comment on peut apporter ou contribuer à faire quelque chose. C'est une multitude de facteurs. Déjà, il faut qu'il y ait une volonté politique, pour faire simple. Il faut qu'il n'y ait pas une sensibilité environnementale majeure. Deuxième aspect, il faut que ça puisse être facile d'accès. Nous, on choisit beaucoup des sites où on puisse venir facilement en train,
TGV, train, parce que du coup, c'est limite considérablement le bilan carbone. On voit, nous, sur le bilan carbone du Futuroscope, notre installation émet très peu de carbone. Quand je dis très peu de carbone, c'est équivalent à l'émission moyenne de 2 Français à l'année sur l'installation, avec ce qu'on appelle un cycle complet, le scope, les 3 scopes. Et ce qui va émettre, par contre, le plus de carbone sont les gens qui vont venir nous voir. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des sites à proximité d'un train pour qu'en termes de mobilité, les gens utilisent au moins possible leur voiture. Donc ça aussi, c'est un critère. On va pas se mettre au milieu de la forêt landaise ou dans un site complètement paumé en nature, ça n'a pas de sens pour nous. Quand tu dis que ça contribue à la qualité de l'eau, tu peux nous expliquer ? Donc il y en a souvent... en fait, il y a les 2 items sur le volet environnemental. Le premier item, c'est déjà comment on n'artificie pas les sols, comment on n'imperméabilise pas les sols, source majeure d'inondation, comment on évite d'émettre trop de CO2, de carbone, comment et puis surtout on évite d'impacter tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est le premier point. Mais on voulait être plus ambitieux, et dans le plus ambitieux, et si ce que l'on faisait était susceptible, sur certains sites, d'apporter un plus d'un point de vue environnemental. Aujourd'hui, 80% des plans d'eau en France, mais pas qu'en France, sont victimes de trophisation. Trophisation, c'est une asphyxie des plans d'eau, due principalement aux cyanobactéries, qui se développent fortement en ce moment, à la fois à cause du réchauffement climatique et des nitrates qu'on trouve dans les engrais, qui ruissellent. C'est quand on parle d'acidification des océans. C'est encore un autre sujet. Okay. Non, là je parle vraiment des plans d'eau. Là je parle de l'asphyxie en termes d'oxygène, parce que ces cyanobactéries, lorsqu'elles sont trop nombreuses dans les plans d'eau, elles absorbent l'oxygène de l'eau. Et ce qui se fait que, un matin, on se retrouve avec des poissons, le ventre à l'air, c'est ce qui est arrivé il y a un peu plus de 2 ans de ça sur le lac d'Angalébin, par exemple. Le lac de Neuchâtel en Suisse, qui est un grand lac, en été, plusieurs fois, il y a des chiens qui se sont morts par intoxication, c'est-à-dire qu'en allant boire l'eau du lac, ils meurent parce que là ils ont des cyanos qui sont toxiques. Et donc déjà ces cyanos, donc déjà elles pompent l'oxygène de l'eau. Donc c'est utiliser le brassage de la vague pour ramener de l'oxygène de l'eau le plus proche possible du taux normal, pour permettre aux poissons, à la faune piscicole, de pouvoir survivre en cas de blush de cyanobactéries lors des fins de chaleur. Après, on va nous utiliser les dynamiques de la vague, notamment au centre de notre atoll, sous l'installation, pour filtrer, traiter ou limiter la prolifération des cyanobactéries. Ça sera l'enjeu de demain. Donc on sait à peu près comment on va le faire, mais il faudra c'est quelque chose qu'on doit citer et qu'on doit tester in situ sur un vrai site avec une vague en fonctionnement, et c'est ce qu'on va commencer à mettre en application sur le site du Futuroscope. C'est-à-dire que c'est vrai que la première installation qu'on monte au Futuroscope va également nous servir d'un laboratoire cette fois-ci à ciel ouvert en situation réelle. J'ai eu la chance de passer cette matinée avec toi, de voir le labo, de faire cette interview, de te rencontrer. Moi, je suis assez bluffé, je suis à 200% pour diverses raisons. J'ai très très envie de surfer cette vague près de Paris, pour être honnête. J'adorerais que ton système circulaire, économe en énergie, qui permet même de régénérer l'eau, qui a des vertus écologiques, j'adorerais que ça marche, parce que ce serait un beau signe d'espoir, parce qu'il y a plein d'économies qui essaient de se développer autour de ces sujets-là, mais c'est difficile en fait. Il y a peu de gens qui arrivent à craquer le sujet, donc si c'est un des premiers à le faire, ce serait absolument magnifique. T'es pas loin d'ouvrir la première, la première vague. C'est quoi ton état d'esprit là? Tu te dis je suis au bout de la route et ça y est, je vais prouver au monde que ça va marcher. T'as peur? T'es comment là? En fait, c'est cette sensation. On n'est plus qu'à 1 mètre du sommet. Voilà, on est sur notre 8000 et on est vraiment dans le bout du bout. Voilà, si je vais parler de sensations, d'émotions, c'est ça aujourd'hui, d'amener l'équipe. Dans le monde des startups, on parle souvent de la vallée de la mort. Voilà, donc je crois qu'on est en train d'en sortir. Mais bon, on reste toujours un peu prudent parce que pour ceux qui connaissent réellement les déserts, on sait que lorsqu'on est dans des ergs, ce qu'on appelle des champs de dunes, et qu'on n'a pas de GPS, on pense qu'on arrive à la dernière dune et on arrive en haut d'une dune et puis on voit qu'il y en a encore d'autres derrière. Donc voilà, on est toujours un petit peu méfiant, mais on sent qu'on arrive vraiment au bout du bout. Voilà, on sent aussi les prédateurs qui sont autour de nous, qui disent c'est le moment, on va faire la bonne affaire. Bon, maintenant on n'a pas autant chier pour aller brader les valeurs la boîte maintenant.
Donc cela, on leur dit gentiment non. Voilà. Mais oui, on arrive au bout, hein, au bout de 8000. Et après, il y a encore plein de choses à faire. Déjà, il faut la redescendre après. Mais et puis surtout mettre cette vague en application. Et puis également mettre en place tout ce programme sur les sujets environnementaux. J'ai plus le temps. On va plugger également des fonctions écologiques sur la vague, notamment avec des nurseries à poissons. Donc on a hâte également de mettre tout ça en application. Et on a hâte de démontrer que oui, ça peut contribuer à apporter un plus pour cet environnement. Mais là aussi, il faut laisser encore du temps parce que la nature demande du temps, la biologie demande du temps. Voilà. Et donc, mais on s'appuie sur des experts, des ingénieurs sur le sujet pour produire les mesures, la data et être le plus factuel possible. Donc ça sera les autres enjeux de demain. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et alors, c'est quoi ton ambition, ton rêve à moyen terme sur ce projet? C'est d'en ouvrir 200 sur la planète, c'est de continuer à essayer de trouver des solutions pour aborder la transition environnementale. C'est quoi ton rêve fou? Non, d'en ouvrir 200, non. Peut-être qu'on en ouvrira 200, j'en sais rien, mais c'est pas de faire le plus gros, c'est de faire le plus beau. Alors qu'est-ce qu'on met le plus beau? Il y a déjà la notion de design. On essaie de faire un truc. Généralement, on a beaucoup de retours très positifs sur ce design, tout en spirale, qui apparemment ça parle à l'inconscient des gens. Non, je dis souvent à nos amis financiers, je suis pas politiquement correct avec eux, mais je leur dis que la première profitabilité du projet, en fait, c'est pas pour leur pognon, c'est pour la biodiversité. Et je reprends une phrase qui n'est pas de moi, qui est de l'astrophysicien Aurélien Barraud, qui dit que si on perd ce combat sur la biodiversité, tous les autres combats, aussi nobles soient-ils, n'auront plus de sens. Et je rajoute avec un petit peu de perfidie, et je dis votre business compris. Alors c'est drôle quand on dit ça à un banquier ou à un financier, genre ils se raidissent sur la chaise, mais ils comprennent. Et je dis, nous on va vous démontrer qu'en raisonnant différemment, qu'en mettant d'abord en priorité la biodiversité, que le premier édifice n'est pas obligé d'être des chiffres, des dollars qu'on met sur un tableau Excel, mais pour cette biodiversité, je vais vous démontrer qu'au bout du compte, vous allez voir, c'est beaucoup plus rentable. Parce que du coup, ça oblige à penser différemment, à casser avec les schémas de pensée du siècle dernier, hein, c'est en dur et en béton, et du coup, en posant différemment les questions du problème, ça amène d'autres réponses. Mais elles sont bien plus profitables. Et après, elles sont bien plus profitables. Là, on tient un début de réponse avec ces financiers, parce que forcément, on les prend à leur jeu. Voilà. Mais on a besoin d'eux également. Donc, ils ont aussi leur importance, parce que s'ils étaient pas là, on pourrait pas avancer sur un tel projet. Mais comme en plus, parallèlement, le législateur a durci les choses, parce que c'est l'histoire du carotte et la bâton, et de la carotte et du bâton, et que maintenant, ces investisseurs sont notés également sur les engagements qu'ils prennent. Finalement, le fait d'avoir aujourd'hui une technologie qui soit mature, et où on est vraiment, comme on dit, time to market, hein, oui, ça intéresse beaucoup de gens. Et donc, beaucoup commencent à se détourner des piscines en dur, en béton, à surf, même si ces acteurs-là cherchent à rendre la chose plus acceptable d'un point de vue environnemental. Et oui, ils s'orientent vers nous, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui tu fais ce podcast avec moi? Ouais. Pourquoi tu le fais? Pour démontrer que on peut et on doit penser différemment. Que si ce que l'on fait là peut servir d'exemple à d'autres porteurs de projets, dans d'autres domaines, de casser les codes habituels, c'est essentiel. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps. Peu importe les secteurs. Moi, j'ai eu souvent, même en interne, des débats en disant, c'est pas comme ça, comme si, c'est pas comme si qu'on doit faire, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Les VC, les fonds, je m'en fous. Ce sont pas ces gens-là qui vont révolutionner le monde. Je pense qu'on peut vraiment apporter un regard qui est différent, et il faut qu'on apporte un regard qui est différent. Donc, je reviens si le fait de mettre des vraies valeurs dans le projet que l'on porte, bannir, je vous en supplie, bannir très clairement le greenwashing, parce que c'est un vrai cancer. C'est un vrai cancer parce que même nous, quand certains acteurs utilisent ces leviers-là, ça nous gêne.
parce qu'on a tendance à nous mettre dans le même sac. Soyons le plus vrai possible, faire fonctionner ces neurones, sortir des cadres, même ce qu'on vous apprend dans les écoles, dans les universités, dans les bouquins. Il faut sortir des cadres pour inventer un nouveau monde de demain. On n'a pas d'autre moyen de faire. Il faut quitter ces certitudes. Mais je dis ça, j'ai eu les mêmes débats en interne. Souvent, ça a été des discussions parfois houleuses. Je me disais, mais Laurent, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les fonds, ils attendent ça. Bah ouais, ok, bah ils attendent ça, mais moi, c'est pas ce que j'attends. Et je ne suis pas disposé à faire des compromis par rapport à ça. Alors peut-être qu'au bout du compte, on va se planter. Pour l'instant, on continue d'avancer, on n'est pas mort et on est toujours là et on avance et je pense que maintenant, ça y est, on avance bien. Le plus dur est derrière nous. Donc si ça peut en inspirer d'autres, je serais ravi et je serais très content d'expliquer comment faire. Les levées de fonds, ça se apprend pas à l'école, ça s'apprend pas dans le bouquin. C'est pas vrai. Quand on nous fait croire la Startup Nation, mais il faut arrêter. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a un discours même dangereux de faire croire qu'il y a de l'argent à gogo, à fusion partout. Ce n'est pas vrai. En plus, tout le monde va dans les mêmes guichets. Alors, c'est formidable. Donc, du coup, il y a un embouteillage et les porteurs de projets vont s'épuiser avec ça. Je pense que c'est même dangereux. Il vaut mieux dire à ces porteurs de projets, n'allez pas taper à ces guichets-là. Soyez imaginatifs. Songez tout de suite à générer du business, être le plus vite possible autonome, plutôt que d'espérer des aides, des subventions qui vont prendre un temps dingue, qui sont très aléatoires. Et puis, ce qu'on dit pas, c'est que très souvent, c'est un petit monde, un petit milieu qui se les attribue à eux-mêmes. C'est contre-intuitif ce que tu dis, parce que j'entends et j'aime bien le discours de n'attendez pas des subventions, allez sur un business qui est autosuffisant. Enfin, un peu moi j'entends un peu les business bootstrappés où tout de suite on essaye de gagner de l'argent et ça. Toi, ça fait 8 ans que tu développes ton projet, ça passe forcément par des investisseurs. Oui, des business angels que je remercie beaucoup. Heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils ont eu le courage de nous accompagner, de croire dans ce grain de folie, et c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Pas à tous les acteurs institutionnels qu'on connaît tous. Non, c'est grâce au BR, grâce à ces business angels. Quel conseil tu donnes à un jeune entrepreneur dans l'impact pour aller toucher des business angels? Comment tu fais? Un conseil. Connecter. Si quelqu'un n'est pas chaud, ça sert à rien de forcer la main, de vouloir le convaincre à tout prix. Ça marche pas très très bien. Il va dire oui sur le moment, puis il va rentrer chez lui, et puis ouais, finalement tout compte fait. Voilà. Non, multiplier. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, c'était de multiplier les contacts. Et sur le lot, statistiquement parlant, il y en a toujours un ou deux qui dit ok, moi ça m'intéresse, je trouve ça dingue, et on y va. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé l'histoire pour ce qui nous concerne. Surtout avec ce qu'on fait. Souvent les gens disent mais c'est un ovni ce truc-là. C'est un ovni. Et dès qu'on va voir des gens qui sont un peu plus dans la normalité, c'est quand même la majorité de ce monde dans lequel on est confronté à ces difficultés de c'est trop innovant, c'est trop. Bah écoute, moi en tout cas j'ai bien hâte de le voir voler cet ovni, Laurent. Un grand merci pour ton temps, pour ton accueil, et puis moi j'ai hâte de venir la surfer ta vague à Poitiers. Tu seras le bienvenu et merci Mathieu pour cet échange qui a été très agréable.